Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Textema Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a beaucoup d'actualités cette semaine-ci, notamment SN10 qui a volé. Bon, j'ai pas eu le temps de faire le live, parce que c'était au pire moment pour moi, mais il a volé, il a réussi à atterrir, et puis il a explosé, donc ma foi c'était semi-réussi. Enfin, en réalité c'était réussi, vous allez comprendre pourquoi, mais aussi il y avait quelques problèmes. On a aussi Google qui a indiqué qu'ils allaient arrêter de traquer les gens. Est-ce trop beau pour être vrai? Yep, en réalité, c'est le cas, vous allez comprendre. Et on a aussi pas mal de news niveau carte graphique, processeur et tout ça. Notamment un énorme, pas vraiment leak, mais en gros, un site de review a posté une review complète du Core i7 11700K. Parce qu'ils ont réussi à l'acheter 2-3 semaines avant la sortie officielle. Genre, littéralement, ils ont pu aller à un magasin et l'acheter. Donc, c'est pour dire. Ok, commençons. Donc la première news de la semaine qui a fait le plus parler d'elle, en plus de justement SN10 de SpaceX, c'est certainement le fait que Google a indiqué qu'ils allaient arrêter de tout simplement traquer les gens via des cookies qui viennent de sites tierces et d'autres justement partenaires commerciaux. En gros, ils veulent arrêter de traquer de manière individuelle les gens. Vous allez me dire, oh ben c'est une bonne nouvelle, enfin on va arrêter d'être genre traqué partout par Google et d'avoir des pubs et tout ça. Pas vraiment. Le truc, c'est que déjà, vous devez tenir compte que le gros des revenus de Google vient de la pub. Genre, Google est une machine à pub, littéralement. C'est même pour ça que tout ce qu'ils font en général est centré au niveau de la pub. Donc, vous devez bien vous douter qu'ils ne vont pas littéralement sacrifier leurs revenus. Non, cette décision vient du fait que de plus en plus, notamment avec Apple ou même d'autres navigateurs qui commencent à arriver et qui mettent justement en avant le fait que ils ne traquent pas leurs utilisateurs ou que ils protègent leur sécurité ou plutôt leur identité en la cachant à des sites tierces ou des tierces qui pourraient essayer de récupérer des données pour faire des pubs. Donc c'est de plus en plus ça arrive vraiment. Et du coup, Google ici est en train de tout simplement avancer vers un autre modèle qui est plus logique. Donc notamment le fait que, et c'est le cas enfin, si vous allez sur YouTube, si vous voulez faire une pub sur YouTube, c'est en mode oh, je suis un fabricant de bureaux, j'ai envie de faire une pub sur YouTube. Vous ne dites pas, je veux viser Jean-Luc, là-bas, qui regarde la vidéo, je veux qu'il voit une pub de bureau. Non, ce que vous faites, c'est que vous dites, hey, je vise les gens qui ont entre 20 et 50 ans et qui sont intéressés par les bureaux ou par les meubles de manière générale. Et du coup, après, Google prend cette information et trouve des gens qui correspondent à cette description, selon l'âge et selon les centres d'intérêt. Donc en gros, la plupart des modèles de pub sont plutôt centrés sur des groupes d'intérêt. Des gens qui aiment bien l'informatique, des gens qui aiment bien les jeux vidéo, des gens qui sont jeunes, des gens qui sont plus vieux, ce genre de choses. Parce que, par exemple, selon l'âge, vous pouvez viser aussi des catégories de produits. Par exemple, quelqu'un qui est plus vieux a peut-être besoin de lunettes, par exemple de lecture. Ou quelqu'un qui est plus jeune va être peut-être plus intéressé par des produits que souvent les jeunes achètent. Donc c'est, selon pour eux, la manière la plus intéressante de viser les gens. Donc leur but ici, c'est d'arrêter de traquer de manière individuelle les gens et de passer à un autre système. Cet autre système est en cours de création, il n'existe pas entièrement. Donc ce serait le Privacy Sandbox de Google. En gros, dans Chrome, il construirait un système intelligent qui permet de garder des informations quand même sur les gens, mais ces informations sont gardées de manière locale et ne sont jamais envoyées sur le web pour protéger l'identité de la personne. Après, si c'est 100% vrai, à voir, et puis à voir s'il n'y a pas une faille de sécurité qui permet de récupérer ces informations. Bref, dans tous les cas, vous avez un profil local en quelque sorte qui vous identifie, et puis après, Google, du coup, par exemple, va vous envoyer... vous allez commencer à charger une pub, et du coup, Google va peut-être vous envoyer une sélection de pubs, et c'est votre navigateur qui va automatiquement se dire « Oh, ben tiens, cette pub correspond à ce que tu vises ou ce que tu es intéressé. » Donc en gros, ils vont plus vous traquer forcément individuellement, mais ils vont vous traquer plutôt par groupe d'intérêt. C'est assez flou tout ça, parce que honnêtement, il faut voir exactement comment ils vont le faire. Et ce n'est pas encore, comme je l'ai dit, totalement fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais une chose est sûre, le système de tracking actuel qui est les cookies, juste vous allez sur un site, il y a un cookie qui se crée, qui est sauvegardé dans votre navigateur, qui permet d'identifier que vous avez été sur ce site et tout ça. Ça, c'est voué franchement à de plus en plus disparaître. Et du coup, Google va juste chercher une autre manière de faire les choses. Donc, honnêtement, si vous pensez que Google va protéger votre vie privée, tout ça,
Non, c'est pas le cas. Donc voilà, si vous voulez retenir le plus de cette news, c'est que Google continuera d'essayer de vous servir un maximum de pubs parce que c'est basiquement leur business. Ensuite, deuxième news qui a fait parler beaucoup d'elle, c'est SNDs qui a enfin volé, atterri même, et puis qui a explosé un petit peu après. Je vais l'expliquer. Donc, SN10, nouveau prototype, c'est le troisième prototype qui fait un vol à haute altitude de SpaceX. On a eu d'abord SN8 qui avait pas mal volé, SN9 qui malheureusement avait fini comme il aimait bien le faire, de travers. Hein. C'était SN9 qui était tombé aussi dans le hangar de construction. Donc, il aimait bien être comme un petit peu la tour de Pise. Et SN10, du coup, a décollé. Vous avez la vidéo SpaceX ici. Donc, le test s'est plutôt bien passé. Il y a quelques trucs à noter toutefois qui n'étaient pas parfaits. Mais le test s'est plutôt bien passé. Donc là, on peut voir SN10 qui a décollé. Donc, il décolle jusqu'à une hauteur, comme j'ai dit, en haute altitude de 10 km. Il monte avec ses 3 Raptors. Il en était à chaque fois, plus il monte. Donc, les Raptors, c'est ses moteurs. Donc, il en éteint un, puis un autre. Et puis, il n'en reste plus qu'un. Et puis, quand il est arrivé, qu'il est à peu près stable à 10 km, il éteint tout. Et il commence à faire ce qu'on appelle le belly flop. Donc, c'est en gros où la descente, justement, en gros, où il met littéralement son ventre, on va dire, en premier, un petit peu comme quelqu'un qui fait du saut en parachute, et il se laisse aller dans justement l'air, et avec ses petites ailes à l'avant et à l'arrière, qui ne sont pas si petites que ça, vu que les ailes à l'arrière sont plus grandes qu'un bus, mais avec ses petites ailes, il contrôle un petit peu sa descente pour déjà réduire sa vitesse, donc sa vélocité, et essayer de, en gros, dissiper un maximum de vitesse et de ralentir le plus possible pour atterrir de manière pas trop violente. À terme, ce système-là a pour but de littéralement réduire une vitesse très importante de réentrée. Par exemple, si ces futurs Starship reviennent par exemple de la Lune ou même en orbite autour de la Terre, ils vont arriver à des dizaines de milliers de kilomètres heure. Du coup, il faut un bon système pour juste se débarrasser de cette vitesse, basiquement. Donc là, on voit qu'il est monté. Ça, c'est le stream officiel SpaceX. Vous avez aussi un que je vous conseille vraiment, je vous le mettrai dans la description. C'est Everyday Astronaut. Ils ont une qualité d'image. Genre, ils ont filmé en 4K et c'était genre vraiment très bonne qualité. Le son aussi était très bon. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours. Vraiment très bonnes images. Je vous le mettrai dans la description. J'évite de le montrer à l'écran ici parce que copyright. Mais allez voir, franchement, ça vaut la peine. Du coup, il est monté 10 km et puis il s'est laissé tomber, comme j'ai dit. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent, il tombe pas si vite que ça. Il tombe vite, hein, mais il tombe pas si vite que ça, parce qu'il perd, comme j'ai dit, un peu de vitesse avec le frottement de l'air. Et du coup, un truc aussi que vous devez tenir compte, c'est que c'est un truc de 50 mètres de haut, bon là c'est plutôt 50 mètres de long, qui tombe du ciel. Donc c'est un immeuble hein, que vous voyez tomber du ciel, littéralement là, 9 mètres de diamètre. Un être humain à côté est tout petit, vraiment très petit. Donc c'est énorme ce truc qui tombe du ciel. Je pense que beaucoup de gens, à cause des images, vous voyez, de navettes et même de fusées et tout ça, on voit toujours juste la fusée toute seule. On ne sait jamais la taille qu'elle fait. C'est très très grand. Et du coup, il arrive vers le bas, prêt à rallumer ses moteurs. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont corrigé les dernières fois avec SN8 et surtout SN9. SN8, ils avaient eu des problèmes de pression, donc ils avaient du mal à amener le carburant vers ces Raptors pour les rallumer, pour faire le dernier truc où ils doivent se remettre droit. Avec SN9, c'est pas ça qui a posé problème, c'est plutôt le problème que le moteur s'est mal rallumé, tout simplement. Donc ils avaient un seul moteur qui a fonctionné, donc pas assez de puissance. Et du coup, avec SN10, ils ont rallumé les 3 moteurs pour être sûr, et puis ils les ont éteints après quand ils n'en avaient plus besoin. Alors ça, c'est ma vue préférée. Je dois bien l'avouer, c'est une vue de SpaceX. Donc c'est une vue qui est à côté du pad d'atterrissage et qui est, franchement, quand vous la regardez, elle paraît pas réelle. Franchement, elle paraît vraiment pas réelle. Mais c'est tout à fait réel, ce que vous voyez. Euh, Ce qui fait qu'elle est pas réelle, je dirais, c'est à quel point c'est fluide au niveau du tracking de la caméra. Mais ça se voit qu'il y a des imperfections quand même. Genre, elle tremble un petit peu à cause de la puissance des moteurs et tout. Certaines personnes diront que c'est de la CG, que ça a été fait en 3D et que l'espace n'existe pas. Il y en a qui sont comme ça. Je t'ai indiqué qu'il y a énormément de gens qui observaient tout ça autour, énormément de caméras, énormément de points de vue. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Il faut arrêter 5 secondes. Mais bon, bref.
Mais c'est tout à fait possible de faire des plans traqués comme ça, par contre. La NASA, dans les années 60, avait déjà des caméras avec du tracking qui était excellent. Dans les années 60, c'est pour dire. Donc, en 2020, vous pourriez vous attendre d'avoir un petit peu mieux quand même. 2021 maintenant, bref. Donc là, on a vu les 3 moteurs, puis un seul moteur reste allumé. Il y a beaucoup de feu, ça c'est justement un des problèmes, que certainement il s'est passé quelque chose de mal avec un des moteurs ou autre chose. Et puis, SN10 atterrit. L'atterrissage n'était pas parfait non plus. Comme vous avez pu voir, il a un peu rebondi, ça se voit beaucoup sur la vue de Everyday Astronaut. Il fait vraiment genre, il atterrit, il fait pouf, voilà, il rebondit un petit peu. Donc l'atterrissage était quand même plutôt violent. Il a des petites, comment on dit en français? J'allais dire legs. Il y a des petites jambes, voilà, d'atterrissage, mais des petits pieds d'atterrissage qui ne sont pas parfaits. Et il y en a 3 qui ne se sont pas dépliés correctement, qui ne se sont pas verrouillés en place. Donc en gros, il y avait un gros problème déjà à ce niveau-là, mais il y avait certainement aussi un problème de moteur parce que il y avait trop de vitesse, tout simplement. Même avec les 6 petits pieds en dessous de ce prototype, ça n'aurait certainement pas été suffisant pour amortir autant de dégâts. Ils sont conçus d'ailleurs, ces pieds, pour s'écraser, en gros, pour amortir les dégâts, mais à mon avis, il y avait beaucoup trop de force. Et puis après, SN10 c'est là, sur le pad, en partie en feu. Il y a une lance à incendie qui essaie d'éteindre le feu. Il y a aussi de la fumée, ça ne veut pas dire qu'il y a du feu. Vous avez aussi tout simplement les gaz qui sont expulsés. Il y a une sortie, justement, ça c'est une sortie prévue de gaz ici. Par contre, ce qu'il y a en dessous ici, c'est certainement en partie du feu ou une fuite de gaz ou autre chose. Et après, on ne le voit pas sur le live officiel de SpaceX, mais SN10 fait boum, parce que le feu n'a pas pu être contrôlé. Aussi, vous voyez que SN10 est en train de reposer entièrement sur le bas. Normalement, il devrait être un peu surélevé du sol, mais comme les pieds d'atterrissage se sont écrasés complètement, il est vraiment contre le sol. Donc, ça veut dire que la lance à incendie ici ne fait pas grand-chose, honnêtement. Et puis, peut-être qu'avec l'atterrissage violent, il y avait déjà peut-être des dégâts qui étaient, genre, irréversibles, dans le sens que ça aurait fini par exploser quoi qu'il arrive, même avec une lance à incendie. Donc, le test est globalement réussi, même très bien réussi. Je tiens à préciser que c'est juste des prototypes, tout ça. C'est pas comme s'ils s'attendaient à le faire revoler ou autre chose. Ce qui coûte le plus cher là-dedans, c'est les 3 moteurs qui sont en dessous, mais le reste, franchement, ça coûte de l'argent, mais vu le cash et tout ça qu'il y a SpaceX à faire tout ça, c'est rien. Pour vous dire, ces prototypes-là, ils les fabriquent en quelques semaines. Donc, ils en ont déjà un autre. Ils ont déjà SN11 qui est prêt à décoller pratiquement. Donc, ça ne les affecte pas vraiment. Les Raptors, par contre, ça, c'est quelque chose qui les limite un petit peu. Ils en ont fabriqué une 50aine jusqu'à maintenant, en plus de 1 an, 2 ans même. Et ils ont du mal à en produire beaucoup plus, en tout cas pour le moment. Certainement, ils sont en train d'augmenter la cadence, mais s'il y a quelque chose qui leur fait mal, à mon avis, c'est la perte de ces Raptors. Mais ils s'y attendaient, évidemment, c'était un test. Ils ont eu beaucoup de données. Ils ont beaucoup de données pour améliorer les choses. Et ça, c'est ce qu'ils voulaient, tout simplement. Et ça aurait été bien d'avoir le prototype intact, parce qu'ils auraient pu aller voir, regarder, ok, est-ce que cette pièce a été beaucoup stressée pendant le vol et tout ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir avec les capteurs qu'ils mettent partout, parce qu'il y a des capteurs partout sur ce SN10. Il y a des choses que vous ne pouvez pas juste voir avec les capteurs, qu'il faut démonter le prototype pour regarder. Mais là, il s'est démonté de lui-même, donc ils ne pourront pas forcément regarder. Il y a quand même les restants de SN10, mais bref. Et du coup, si vous voulez voir l'explosion, allez voir la vidéo de Everyday Astronaut. Je vous jure, franchement, elle est hyper classe. Vous la mettez en 4K, vous avez l'explosion en slow motion, c'est juste magnifique. Et aussi l'atterrissage qui est aussi magnifique, soyons honnêtes. Et puis le son qui est très très bon. Bref, du coup, il y aura SN11 qui sera testé dans, à mon avis, pas beaucoup de temps. Semaine prochaine, on va certainement voir l'arrivée d'SN11 sur le pad. Ensuite, s'ils n'ont pas déjà mis les moteurs, ils vont les mettre. Ils vont certainement faire un test à pression. Ils vont juste mettre un gaz dedans, mettre une pression dans justement les réservoirs, voir si ça tient bien. Et puis après, ils vont faire un static fire, donc ils vont juste lancer les moteurs sans décoller. Et puis après, ils feront un décollage comme SN10. Et normalement, il n'y a pas vraiment de changement au niveau des pieds d'atterrissage, donc voilà. Mais certainement, ils vont faire une amélioration parce que il y a certainement des problèmes au niveau du fait qu'il arrivait trop vite, quoi qu'il arrive. Et puis, il y avait un problème de toute façon avec certainement un des moteurs parce que on le voit même pendant le vol en vrai.
Il y a un des moteurs qui est un petit peu... qui semble être riche en carburant, on va dire. Donc il a une couleur différente des autres. On le voit là. Vous voyez la caméra en bas à droite là? Vous voyez, il y en a un qui est bleu. C'est ce que vous voulez. Les flammes bleues, c'est des flammes qui sont... En quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a très peu de carbone dans la flamme. C'est-à-dire que le carburant brûle bien, qu'il reste très peu de restant en fait. Quand vous avez une flamme bleu-orange, c'est que vous avez du carbone. C'est-à-dire que tout n'a pas brûlé et que c'est pas parfait. Donc vous voyez que ce moteur-là a clairement un problème. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est le moteur qui devait aider à SN10 à atterrir justement. Parce que normalement, ils doivent atterrir avec 2 moteurs puis en laisser un seul. Le truc, c'est que là, on voit les 3 s'allumer, mais il y en a 2 qui s'éteignent très rapidement. Et d'ailleurs, on voit qu'il y en a qui sont assez orange ici, et celui qui reste un petit peu orange aussi, donc il n'y a peut-être pas 100% d'efficacité, mais il y avait certainement un problème, surtout quand on voit les flammes ici, donc ce sera réglé, mais yep. Dans tous les cas, très beau vol, c'était vraiment intéressant à regarder en live. Je vous tiendrai informé pour les prochains tests. J'essaierai de faire un live si c'est pas... C'est toujours au pire moment pour moi, ces tests de SN8, SN9 et même SN10. C'est toujours une soirée où je suis occupé, donc voilà, on verra bien. Ensuite, nous avons une news sur le smartphone avec un Snapdragon 888, le moins cher qui existe. Donc c'est le Realme GT 5G qui, pour $430, je l'ai vu, il est sur certains sites chinois, vous pouvez déjà l'avoir pour 500 €. Il n'est pas encore sorti en Europe. Je vous dirai d'attendre qu'il sort en Europe parce que vous le commandez sur un site chinois, vous allez payer les frais de douane et tout ça. Mais il a un Snapdragon 888, un écran 120 Hz OLED, chargement 65 watts, des specs photo qui doivent être respectables, mais après, ne vous attendez pas à des performances photo aussi bonnes que Apple ou Samsung ou même encore Google. Mais globalement, des très bonnes specs, 4500 mAh, écran 6,4 pouces, et ce fameux Snapdragon 888 qui est certainement le meilleur processeur sur Android, en tout cas vous pouvez avoir pour jouer ou ce genre de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste avoir le meilleur processeur possible pour ce genre de choses. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais voilà, si vous voulez le meilleur, le Realme GT 5G, qui a l'air pas trop mal. Il a d'autres designs d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le prendre avec cette bande noir avec du jaune qui fait très voiture de course, d'où le nom un petit peu GT, mais vous pouvez le prendre avec une finition différente, donc ça va ça. Et il a aussi un écran globalement plat et tout, donc ça c'est plutôt cool. Il a un jack même. Un jack. C'est rare, c'est vachement rare. Déjà que les chargeurs deviennent de plus en plus rares, mais là il y a un jack, donc yep. Ça pourrait être un smartphone intéressant. Si j'arrive à mettre la main dessus, je le testerai certainement, honnêtement, parce que genre le téléphone le moins cher possible avec un Snapdragon 888, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, on a une news sur une prochaine possible Nintendo Switch, qui serait une Nintendo Pro plus... bien qu'avec l'habitude des noms de Nintendo, ça pourrait être la Nintendo Switch DS. Honnêtement, ils sont capables de faire n'importe quoi. Dans tous les cas, cette nouvelle Nintendo Switch aurait un écran OLED, ce qui m'étonne assez bien parce que écran OLED plus enfant qui joue à une console et qui laisse l'écran allumé tout le temps, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Mais bref, après, on va dire que de toute façon, Nintendo n'a pas forcément la meilleure stratégie non plus d'un point de vue durabilité vu que les Joy-Con ont des problèmes. Il y a d'ailleurs des trucs qui commencent à être faits à ce niveau-là, au niveau de l'Union Européenne, où ils commencent à regarder le problème de Joy-Con drift sur les Switch, où vous avez en gros, vous utilisez votre Switch et puis à un moment, votre Joy-Con, un des pads, un des joysticks, reste légèrement sur le côté et du coup dans les jeux vous allez par là quoi. Donc c'est très ennuyant, surtout dans les jeux, et mais ça affecte beaucoup de Switch réellement. Ma Switch à moi, alors, c'est un des tout premiers modèles de Switch. C'est même le modèle qui a encore la faille de sécurité au niveau du USB où on peut installer Android dessus, c'est pour dire. Donc celle-là, j'ai le Joy-Con Drift dessus. Et le problème, c'est que des fois, ça arrive juste après la garantie de 2 ans et du coup, Nintendo est en mode non, c'est pas notre problème. Et même quand c'est dans la garantie, ils disent que c'est pas leur problème, donc voilà. Bref, pas mal de problèmes à ce niveau-là. Peut-être que justement la Switch, cette nouvelle Switch fixera ça. J'y crois pas trop perso, mais bon. Autre truc assez intéressant, donc l'écran est déjà plus grand, il fait 7 pouces pour information. Avant c'était la Switch actuelle, c'est 6, quelque chose pouces, donc ça c'est
un point positif parce que je trouve que l'écran de la Switch est plutôt petit. Surtout qu'il y a une énorme bordure en haut, en bas et sur les côtés. Donc je suis en mode, agrandissez un petit peu ça ferait pas de mal. Il y a là largement la place. Donc c'est certainement pour ça peut-être qu'ils ont mis un écran OLED parce qu'il y a plus la possibilité de le mettre sur le bord vu qu'il est très fin. On verra bien. Et l'un des trucs les plus intéressants, c'est que du coup, cette Switch aurait le support de DLSS 2.0. Donc en gros, quand vous la mettez dans le dock, elle pourrait tourner en 4K. Alors en fait, elle ferait le rendu du jeu en 1080p, mais le remettrait en 4K. Plutôt intéressant, surtout que les consoles Nintendo sont pas connues pour être toujours les plus puissantes et avoir les meilleurs graphismes, mais c'est cool d'avoir justement ce genre de techno qui permettent d'améliorer un petit peu le graphisme sans avoir une console qui chauffe beaucoup plus ou autre chose. Ça permettrait aussi certainement en mode genre portable de durer plus longtemps sur la batterie parce que du coup vous pourriez tourner à une plus basse résolution, utiliser moins de puissance. Donc ça c'est cool aussi. Du coup ça indique aussi certainement que la puce utilisée est beaucoup plus récente dedans. Donc normalement, alors DLSS est supporté seulement sur les cartes RTX de Nvidia, donc celles qui ont en tout cas pas forcément les RT Core, c'est les, comment ils s'appellent, les Tensor Core, qui sont des cœurs utilisés pour tout ce qui est intelligence artificielle. Il existe une puce Tegra qui est assez bien update au niveau des specs. Donc la puce Tegra, c'est celle qui est utilisée dans les Switch pour information. La Nintendo Switch de base utilise l'une des premières versions de cette puce Tegra qui date de 2014-2015, c'est pour dire. Donc elle est très vieille maintenant. Donc ça mérite d'être update. Et normalement, Nvidia, j'avais vu, avait sorti une sorte de Raspberry Pi où ils mettent leur puce Tegra dessus pour les développeurs. Ils en avaient sorti une nouvelle version récemment qui utilisait une puce beaucoup plus récente justement et qui me semble était basée justement sur les RTX 2000. Donc certainement ça vient de là. Après, vu le nombre de ventes de Nintendo Switch, je pense qu'NVIDIA peut se permettre de fabriquer une puce rien que pour la Switch. Donc, yep. Mais quoi qu'il arrive, c'est juste pour vous dire que les pièces existent déjà en fait. Tout existe déjà. Les écrans OLED existent déjà. Donc, rien n'empêcherait de Nintendo à juste prendre tout ça et juste faire une meilleure Switch. Après, encore une fois, Nintendo n'est pas forcément connu pour utiliser les technologies les plus récentes, forcément. Même la Nintendo Switch, comme j'ai dit quand elle est sortie, utilisait des pièces qui, au final, n'étaient pas les plus récentes. C'est pas forcément un problème, hein. Mais dites-vous que s'ils utilisaient des pièces plus récentes, justement, on aurait une Switch qui durerait plus longtemps niveau batterie, qui serait plus puissante et bien mieux de manière générale. Donc, je suis plutôt impatient de voir ce que ça donne. J'aimerais beaucoup une Nintendo Switch Pro, même si j'ai été assez bien déçu des jeux Pokémon ces derniers temps. Donc voilà, ils n'étaient pas parfaits, on va être honnête, mais yep. Ah oui, d'ailleurs, il y a des images qui montrent que peut-être les Joy-Con seraient avec un angle comme ça. J'y crois pas trop forcément. Je pense qu'ils vont utiliser les mêmes Joy-Con, honnêtement. Ou en tout cas une version update. Ils vont l'update sans trop le dire pour éviter les problèmes de peut-être Joy-Con drift. Mais c'est plus simple d'avoir les mêmes Joy-Con. Même si évidemment ils pourraient en vendre plus comme ça. Ouais, bon, c'est possible aussi. On verra bien. Juste pour montrer, j'aime bien Videocart, ils mettent toujours à chaque fois. Il y a quelqu'un chez Videocart qui aime bien les petites consoles comme ça. J'aime aussi assez bien les petites consoles comme ça. Vous avez d'autres, pour ceux qui sont intéressés, d'avoir quelque chose qui ressemble à une Switch, mais qui fait tourner par exemple Windows. Vous avez pas mal d'options maintenant. Vous avez la Aya Neo Thunder qui vient juste de sortir, donc voilà. Mais en gros, vous avez un Ryzen 5 4500U dedans. Et des plutôt bonnes specs, 16 Go de RAM et tout ça, un SSD de 512 Go, voire même 1 Tera, un écran de 7 pouces en 1080p, en 720p en réalité, un peu plus que 720p. Vous allez me dire, oh, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est largement suffisant pour une telle taille, franchement, soyons honnêtes. Et du coup, ça vous permet de jouer au jeu de manière plutôt respectable, surtout que la batterie dedans, ça tient autant qu'une Switch en tout cas. Donc, il y a plusieurs options aussi avec des processeurs Intel. Ceux qui ont une meilleure puce graphique, donc ça ils sont plutôt intéressants. Mais honnêtement, le Aya Neo, j'ai vu un test, je sais plus le nom de la chaîne YouTube, mais il y a un mec sur YouTube qui fait tous des tests de Raspberry Pi, faire de l'émulation sur Raspberry Pi, tout ça. Il l'a testé et il a l'air vraiment bien ce Aya Neo. Il serait vendu, je sais plus, c'était genre 800 balles, quelque chose comme ça. C'est techniquement cher pour ce qu'il y a dedans quand on y pense, mais il n'y a rien d'autre qui existe pareil. Et ça va encore. Donc, pour ceux qui seraient en mode, oh, je m'en fous de la Switch, mais j'aime le gaming mobile,
j'aimerais jouer à des jeux comme ça, j'aimerais jouer faire peut-être du streaming aussi, parce que vous pourriez streamer des jeux depuis votre PC principal sur ce genre de choses, ou tout simplement faire de l'émulation, hein. Ben ça peut être une très bonne solution. Ou vous pouvez aussi prendre certains Raspberry Pi les plus petits, et faire, il y a des kits qui existent, vous pouvez faire une console portable vous-même, en prenant les différentes pièces, et ça marche plutôt bien, franchement. Donc, yep, il y a pas mal de possibilités là-dessus. Est-ce que vous seriez intéressé sur des vidéos là-dessus, d'ailleurs? Ensuite, une autre news, YouTube va lancer son clone de TikTok. Alors, en réalité, ce sera intégré à YouTube, c'est les YouTube Shorts. C'est déjà sorti en réalité. J'ai déjà vu pas mal de chaînes qui commencent à faire des YouTube Shorts. Donc, c'est des vidéos en dessous d'une minute pour information, et qui ont pour but de littéralement concurrencer TikTok. Donc, yep. Est-ce que ça va réussir à concurrencer TikTok? Oui, mais pas vraiment. Encore une fois, c'est le thème récurrent de cette semaine-ci. Yep. Je m'attends à ce que ça prenne un petit peu, et certainement ça prendra bien s'il intègre bien, mais de là à, genre, concurrencer totalement TikTok, je suis pas si sûr. Le truc vraiment qui est extrêmement étonnant, que je ne comprends même pas. YouTube, vous mettez une musique copyrightée, c'est fini. TikTok, vous pouvez mettre une musique copyrightée, le nom de la musique est affiché, les gens peuvent aller cliquer, aller acheter la musique s'ils le veulent. Et en gros, genre les sociétés de musique et tout ça, les ayants droit, aiment bien TikTok parce que ça leur fait de la pub monstrueuse pour leur musique. Quand vous avez une musique qui est populaire sur TikTok, vous êtes sûr qu'elle va se retrouver dans le top des ventes dans pas mal de pays. C'est pour dire. Donc vous avez ce contraste très particulier où sur YouTube, musique, non, 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 tu vas te faire bannir. Et sur TikTok, c'est, oui, votre musique, oui, utilise-la, justement, on veut que tu utilises. Donc c'est rien que pour ça, je peux vous dire que les YouTubers shorts ne marcheront pas aussi bien que TikTok. Parce que TikTok, c'est énormément de musique. Maintenant, l'endroit où YouTube pourrait réussir peut-être, s'ils le font correctement, c'est au niveau des peut-être vidéos marrantes, tout simplement. YouTube est très connu pour les vidéos marrantes, qui ne regardent pas mal de choses justement sur YouTube à ce niveau-là. Ben, ça pourrait être bien d'avoir un petit peu le retour des Vines en quelque sorte sur YouTube, la bonne vieille époque des Vines où vous aviez des petites vidéos courtes marrantes, et ben, c'était intéressant. On verra si ça prendra. Honnêtement, le truc, c'est que YouTube, c'est Google. Et Google, ils aiment bien lancer plein de trucs au mur. Et puis ils sont en mode, on regarde ce qui colle. C'est comme quand vous faites des spaghettis. Vous regardez s'ils sont al dente, c'est qui colle au mur. Sinon, ben non. Ben, c'est ce que fait Google. Et YouTube, par extension, ils jettent plein de trucs au mur. Et tout ce qui tient, génial. Tout ce qui tient pas, au revoir. Et du coup, yep, ça dépendra énormément de YouTube, franchement. Il semble avoir un truc où, comme les YouTube Shorts sont en bêta, ils sont très mis en avant, donc il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont sauté sur l'occasion, et que ça a plutôt bien marché pour eux. Mais après, j'ai vu pas mal de YouTubeurs essayer quand même les YouTube Shorts, et ça ne marchait pas plus que ça en réalité, donc ça semble être très varié, honnêtement. Et peut-être que YouTube maintenant ne les met plus tellement en avant, donc il faudra voir. Aussi, le truc qui va certainement arriver par contre, c'est que la plupart des TikTokers ou même personnes sur Instagram qui font des vidéos courtes vont certainement juste les poster sur YouTube en plus, mais ne vont pas forcément passer sur YouTube entièrement. Juste une manière de diversifier un peu les choses. Ça fait pas de mal. Si vous êtes quelqu'un qui est connu sur TikTok, ça fait pas de mal d'avoir un autre endroit où vous êtes connu, plutôt que d'être à un seul endroit, parce que si vous êtes seulement sur TikTok, il y a un problème avec TikTok, ben vous l'avez dans l'os littéralement. Donc ouais, beaucoup de personnes vont certainement faire ça. Mais ça veut dire qu'au final, ils vont quand même rester sur TikTok, et que TikTok va continuer de bien réussir. Surtout qu'en plus, je vous rappelle que TikTok, finalement, ne va pas être banni aux États-Unis, vu que Donald Trump n'est plus président et qu'il voulait bannir TikTok, et qu'il a oublié de le faire avant de ne plus être président, ce qui était un peu bizarre. Genre, normalement, il aurait dû le bannir plusieurs mois avant, mais avec toutes les élections et tout ça, il l'a pas fait. Et du coup, TikTok est en mode « Oh, on s'en est sorti. » Donc d'ailleurs, les news de rachat de TikTok, il n'y en a plus, parce que basiquement, ils n'ont plus besoin d'être rachetés. Donc peut-être que ça changera dans le futur, mais pour le moment, basiquement, TikTok a, on va dire, le chemin libre aux États-Unis, et YouTube essaye de les concurrencer. Je pense même, honnêtement, niveau timing, si vous regardez le temps que YouTube travaille dessus, je pense que YouTube comptait sur le fait que TikTok soit interdit aux États-Unis. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Parce que s'il voulait vraiment concurrencer TikTok depuis le début, il l'aurait fait plus tôt.
ou alors c'est qu'ils travaillent très lentement, ou alors tout simplement c'est quand ils ont vu que TikTok allait être banni, ils se sont dit wow, vite, il faut qu'on fasse ça pour récupérer le marché. Je sais pas. Bref, dans tous les cas, ça arrive pour le mieux et pour le pire, je suppose. Le pire que je dirais, c'est que l'interface YouTube devient bourrée de trucs. Vous avez les stories, maintenant vous avez les shorts qui vont arriver, vous avez les posts communautaires, et au final, dans tout ça perdu, vous avez les vidéos de votre subbox en dessous des recommandations, en dessous de trending. Vous avez juste une petite carte de dire hey, c'est les vidéos sur lesquelles tu t'es abonné. Donc, yep, ça n'a jamais été aussi important d'activer la cloche. Donc, vous le faites ou pas, je m'en fiche, franchement. Tous les youtubeurs sont en mode activez la cloche, sinon je vais tuer votre chat ou je ne sais quoi. Donc, non, vous faites ce que vous voulez, franchement. Je ne vois pas l'intérêt d'activer la cloche si vous n'êtes pas forcément intéressé d'avoir des notifications. Des fois, c'est plus. Genre, ça fait plus de mal à une chaîne YouTube qu'autre chose de juste forcer les gens à faire des trucs comme ça, honnêtement. Bref. Mais oui, yep, il y a un problème d'interface YouTube, clairement, parce que ça devient bordel. Et aussi, les posts de communauté, ça, j'arrête pas de le voir. J'ai un post de communauté. C'est cool, les posts de communauté, ça permet de donner des informations rapidement aux gens. Je les utilise aussi pour les sondages, vu qu'ils ont retiré ça des vidéos YouTube. Mais le problème, c'est que des fois, dans l'interface YouTube, je vois des posts de communauté qui viennent de personnes que je suis pas abonné, en fait. Et les personnes que je suis abonné, qui ont certainement posté des posts de communauté, j'ai pas reçu leur post de communauté. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là. Il suffit que je regarde une vidéo d'une chaîne, il poste un post de communauté, il me le met. Je ne comprends pas ça. Genre, quand je viens de regarder à peine une chaîne, mets-moi une autre vidéo peut-être de cette chaîne, parce que visiblement je suis intéressé, mais les posts de communauté, bien souvent, c'est des informations pour les abonnés, en fait. Donc tu ne les mets pas, justement, comme ça recommandé. Enfin, c'est stupide. Enfin, ouais, c'est comme si vous aviez montré l'intérêt pour quelque chose et puis que vous mettez le truc le plus spécifique possible par rapport à ça au lieu de juste vous montrer plus de trucs un petit peu similaires. C'est juste bizarre. Alors, je réintègre sans webcam à l'arrache un petit peu ici parce que je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'était dans les sujets que je devais traiter, mais il n'était plus épinglé dans mes news. Donc voilà, bref. C'est le fait que Anantech a réussi à mettre la main sur un 11700K de Intel qui normalement ne sort pas tout de suite, je pense que vous devez bien vous douter. Donc ils l'ont acheté littéralement. Genre il y avait un revendeur qui le vendait et apparemment c'est pas les seuls. Et c'était même en Europe, ils ont pu l'avoir pour 469 €. Nice. Et du coup, ils l'ont review tout simplement. Donc on peut voir les niveaux de performance de la 11e gêne de Intel. Et comme vous allez le voir, c'est bien sur certains points. C'est même très bien. C'est beaucoup moins bien sur d'autres points. Notamment le point le plus qu'ils ont mis vraiment en avant, c'était hot. C'était la consommation. Alors, ce 11700K est l'un des premiers à supporter l'AVX 512. C'est des nouvelles instructions pour des tâches, surtout professionnelles, qui permettront d'avoir un meilleur niveau de performance, en gros. Mais quand vous utilisez les AVX 512, tout simplement, le niveau de consommation de ce 11700K explose littéralement. Donc, yep, ils sont montés pour information à beaucoup de consommation, plus de 200 watts largement. Donc, c'est pour dire à quel point. Là, ils ont un petit graphique. Vous voyez, en AVX2, donc une charge de travail assez classique, ils étaient à 224 watts. Et quand ils étaient sur de l'AVX 512, ils étaient à 291 watts. Juste énorme. Bon, sinon, d'un point de vue performance brute pour des tâches professionnelles, ce 11700K semble être devant le 10700K, donc ça c'est une bonne nouvelle, ce serait même un peu ce qu'on attend. Il est toutefois souvent toujours en retrait par rapport au 5800X d'AMD qui est vendu normalement à peu près au même prix et qui consomme moins, il faut le préciser. Et dans les jeux, par contre, vous allez voir des trucs plus particuliers. Dans Deus Ex Mankind Divided, le 11700K est un peu moins performant que le 10700K. Et alors ça, c'est pas toujours dans tous les jeux. Hein. Dans pas mal de jeux, ça va se réinverser. Vous voyez, là, c'est le cas encore une fois. Donc, c'était dans Final Fantasy. Non, c'était dans... c'était dans Final Fantasy. Encore un autre Final Fantasy. Comme vous pouvez voir, là, il repasse devant. Donc, ça change un petit peu d'un jeu à l'autre. Mais le strict minimum qu'on pourrait s'attendre, c'est qu'il soit au même niveau de performance. Donc, c'est un petit peu bizarre de le voir en retrait. Là, dans World of Tanks, il est en retrait. Même derrière le 5800X ici. Borderlands 3, il est devant le 10700K, mais toujours en retrait par rapport au 5800X. Après, encore une fois, je tiens à le préciser,
hein, comme d'habitude, ces tests de CPU sont toujours faits en la plus basse résolution possible pour vraiment charger le CPU au maximum. Donc, c'est pas toujours le plus représentatif. Ici, encore une fois, en retrait un peu par rapport au 10700K, mais toujours aussi en retrait par rapport au 5800X. Ici, devant le 10700K. Donc, c'est variable, en fait. Globalement, en moyenne, il sera certainement plus performant, si on fait la moyenne de tous les jeux. Mais il n'est pas toujours plus performant que le 10700K qu'il est censé remplacer. Donc, c'est très particulier. Ici, c'est un des meilleurs exemples, certainement, dans Gears Tactics, où là, il y a vraiment un très gros gain. Même devant le 9900KS et même le 5800X, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Intel, mais globalement il n'arrive pas à vraiment battre le 5800X, surtout en termes de tâches professionnelles, production et tout ça rendu 3D, et dans les jeux, même des fois il est moins bon qu'un 10700K. La raison invoquée derrière, pour ceux qui se demandent, AnandTech a testé un petit peu ça. Ça semblerait venir d'un problème de latence. En gros, le cache de ce 11700K a plus de latence que le 10700K, dû au fait que Intel a certainement un petit peu changé les choses pour avoir plus de performance dans les tâches professionnelles, justement. Et du coup, ça vous donne cette chose assez particulière. Donc, par exemple, la latence du cache L3 est de 51 cycles, alors que sur le 10700K, c'est plus 43 cycles. Donc, c'est cette latence supplémentaire qui rajoute, ou plutôt qui empêche ce 11700K des fois de dépasser le 10700K et même des fois d'être en retrait, tout simplement. Pour information, c'est aussi le problème qu'avait souvent AMD sur les anciens Ryzen, ce problème de latence qui leur faisait perdre en performance, et qui est toujours techniquement un problème d'ailleurs, mais c'est juste pour vous dire à quel point. Et aussi, la consommation en AVX 512 est juste incroyablement monstrueuse, beaucoup trop haute. Vous voyez que la consommation en charge normale est quand même plus haute que le 10700K, mais vous avez un niveau de performance qui est supérieur normalement. Les fréquences aussi de fonctionnement sont un peu bizarres par rapport à ce 11700K. Il a une fréquence de base inférieure au 11700K, mais il peut booster plus haut, donc c'est assez particulier. Donc, on verra bien ce que ça donnera d'ici la sortie officielle, mais en attendant, c'est tout ce qu'on a pu voir ici d'AnandTech. Ensuite, une autre news sur peut-être un GPU qui va enfin résoudre les problèmes de stock et offrir plein d'options aux gamers, mais en fait pas vraiment, hein. Encore une fois, c'est le thème de cette semaine-ci. La RX 6700 XT de chez AMD a été annoncée sous forme papier. C'est un lancement papier comme ça s'appelle. C'est en gros, ils disent « Hey, ça existe !» et ça sort plus tard. Donc c'est un petit peu comme l'avait fait Nvidia avec la RTX 3060. Et basiquement, cette 6700 XT sortira le 18 mars normalement pour la modique somme de 479$. On verra si ça restera à ce prix-là. Spoiler alert, non. C'est pas une concurrente à la 3060, c'est plus une concurrente à la 3060 Ti. Et genre, elle est même plus puissante qu'un 3060 Ti, genre clairement. Mais elle est en dessous de la 3070, mais des fois, elle arrive à battre la 3070. C'est très particulier. Donc, vous verrez bien. C'est par rapport à ce qu'on voit au niveau des specs et tout. Elle a aussi un boost énorme. Donc, elle a 40 compute units. Donc, pour resituer un petit peu, la 6800 non XT, qui est sa grande sœur, du coup, juste au-dessus, qui coûte normalement en dessous de $600, mais pas vraiment. Elle a 60 compute units. Et du coup, sa grande sœur est plus puissante qu'une Xbox Series X, qui a 50-52 compute units, il me semble. C'est le même genre de GPU, c'est la même architecture, je tiens à le préciser. Et du coup, à 40 compute units, elle est en dessous, elle est même assez loin au final de sa grande sœur, mais il rattrape avec, comme j'ai dit, pas mal de fréquences. Ici, 2400 MHz de base, c'est genre assez haut, hein, même en boost. Toutefois, l'architecture RDNA 2.0 de AMD en overclocking peut monter à 2700 voire 2800 MHz. Donc, ça, c'est quand même au final qu'ils peuvent monter assez haut. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Et pour resituer encore une fois, la PlayStation 5, elle, a 36 compute units, si je me souviens bien. C'était 36-35, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, elle est en dessous de cette carte. Et la PlayStation 5 aussi avait un très bon boost qui était de 2100-2300 MHz, si je me souviens bien. Donc, au final, elle devrait être plus puissante qu'une PlayStation 5. Enfin, en théorie, il y a aussi l'optimisation derrière, oui. Des jeux parfaitement optimisés pour une PlayStation 5, mais à côté de ça, vous avez aussi des jeux parfaitement optimisés sur PC. Bref, dans tous les cas, elle est entre une Xbox et une PlayStation 5 d'un point de vue pure puissance, certainement. Peut-être même pratiquement au niveau de la Xbox, vu
la fréquence très élevée. Donc c'est ça qu'il faudra voir. Mais ça devrait être plutôt intéressant, quoi qu'il arrive. Et du coup, elle devrait offrir une bonne concurrence à la 3060 Ti, comme j'ai dit. Il y a une 6700 non XT qui peut-être arrivera dans le futur, qui, elle, serait la vraie concurrente de la 3060, du coup, pour ceux qui se demandent. Aussi, il y a quelques trucs quand même particuliers avec cette carte. C'est qu'elle a 12 Go de RAM en GDDR6. C'est pas si étonnant vu que les grosses cartes d'AMD en ont 16 ici. Donc, c'est pas comme Nvidia qui d'un coup réaugmente la quantité sans aucune raison. Toutefois, la largeur de bus est comme la 3060 limitée. C'est 192 bits si je me souviens bien. Donc, ça veut dire que la bande passante de cette mémoire n'est pas la meilleure non plus. Donc, ça veut dire que cette carte ne pourra pas forcément en profiter tout le temps. Toutefois, ils ont quand même l'Infinity Cache qui aide à régler en partie ce problème-là, mais faudra voir. Et aussi, comme elle a moins de compute unit, elle a moins de RT core, donc pour le ray tracing. Donc ça veut dire que même si dans des jeux classiques, elle devrait être plutôt puissante, dans des jeux ray tracing, peut-être qu'elle sera moins puissante que ses grandes sœurs, parce que juste, elle n'a pas la puissance brute. Donc, faudra voir. On a quelques chiffres de performance qui ont été donnés d'ailleurs par AMD, mais vous devez bien vous douter, c'est des chiffres par AMD. En général, ils ont toujours été assez respectueux sur leurs chiffres, à ne pas montrer trop de trucs complètement irréalistes. Mais après, il la compare à une GTX 1070 Ti, mais aussi à une RTX 2080 Super. Donc, vous voyez que c'est un peu particulier au niveau comparaison. Mais ça devrait être une carte, comme j'ai dit, qui est au-dessus de la 3060 Ti, comme il l'a montré ici, et qui, dans certains cas, peut même dépasser la 3070, dû au fait qu'elle a 12 Go de RAM. On verra bien. Elle devrait sortir fin du mois, de toute manière, comme j'ai dit, 18 mars, voilà. J'ai un exemplaire qui peut-être va arriver, donc on verra bien, et je pourrais peut-être la tester. On verra. Au passage d'ailleurs, quand ils annonçaient un petit peu la 6700 XT, ils ont montré dans leur slide que les RX 6000 pour mobile, donc pour ordinateur portable, devraient bientôt arriver. C'est assez intéressant pour une bonne et simple raison, c'est que les cartes AMD en RDNA 2.0, genre, sont plutôt efficaces au niveau énergétique. Genre, même plus efficaces des fois que les cartes Nvidia. Donc par exemple, la 6800 XT, bien souvent consomme moins d'électricité pour des fois des niveaux de performance qui sont très similaires à la 3080, c'est pour dire. Donc dans un ordinateur portable, c'est ce que vous voulez, GPU très efficace. Faudra voir si ça se traduit réellement par justement une meilleure efficacité, ou que AMD peut montrer qu'ils sont assez bien efficaces. Surtout qu'ils ont normalement un processus de gravure qui est meilleur que celui de Nvidia, qui est en 8 nanomètres de chez Samsung, et il n'a pas toujours été le meilleur. C'est pas juste dû au fait qu'il est en 8 nanomètres versus 7 nanomètres, c'est juste que le processus de Samsung n'est juste pas aussi bien optimisé. Et TSMC qui fait le 7 nanomètres de chez AMD, pour AMD en tout cas, et pour Apple aussi notamment, et même le 5 nanomètres pour Apple, c'est TSMC, ils maîtrisent très bien franchement, et il y a une très bonne efficacité énergétique dessus. Donc il faudra voir si ça aide pour les ordinateurs portables, parce que ça peut être très intéressant pour AMD de récupérer un marché. S'ils ont du stock, évidemment, ça c'est la question. Ensuite, une autre news sur quelque chose qui va arriver, mais en fait pas vraiment, la RTX 3080 Ti. Du coup, il y a de plus en plus, encore une fois, de rumeurs qui arrivent. On commence à avoir des idées des specs. Elle aurait 12 Go de RAM du coup, et pratiquement, mais pas tout à fait, autant de coups d'accord qu'une RTX 3090. Donc basiquement, ce serait une RTX 3090 légèrement castrée, et au lieu d'utiliser 24 puces de mémoire, elle en aurait seulement 12 sur un seul côté. Donc très proche de la 3090, certainement d'un point de vue performance, mais pas tout à fait exactement au même niveau. Et du coup, ça permettra à Nvidia de toujours justifier l'existence de la 3090, mais d'avoir aussi une 3080 Ti qui permet de reprendre la couronne des performances face à la 6900 XT certainement, et par rapport aussi à la 6800 XT. Donc c'est pas une carte qui va être la plus incroyable forcément. Enfin, elle est cool au niveau du fait que c'est une 3090 moins chère, mais il faudra voir s'il y a du stock. Elle a aussi apparemment le même nerf que la 3060 au niveau de l'Ethereum. Ça changera pas grand chose, comme on l'a déjà parlé. Il y a des gens qui vont juste miner d'autres cryptocurrencies, ou juste un driver modifié va apparaître quelque part, et puis voilà. Donc, basiquement, on verra ce que ça donnera. C'est une carte qui, si je devais deviner le prix, le prix officiel, évidemment, pas le prix que vous voyez vraiment sur LDLC et tout ça, vu que ça, on peut plus en tenir compte. Mais la 3080, le prix officiel en dollars est 699 dollars, 719 euros normalement, la modèle Foundation. Donc cette 3080 Ti, si elle devait avoir un prix officiel, et je devais le deviner personnellement, je dirais
$999, ce serait le plus logique, honnêtement. Franchement, c'est beaucoup moins cher qu'une 3090, techniquement. C'est un peu plus cher qu'une 3080, donc ça justifie. Ouais, $999 serait le prix le plus logique, et du coup, en Europe, ce serait 1019 euros, ou 1029 euros, quelque chose comme ça. Après, elle sera vendue. S'il y avait du stock, elle serait vendue certainement 1200 euros, quoi qu'il arrive. Donc, yep. On verra ce que ça donnera, mais c'est pas la carte graphique qui va intéresser le plus de gens, vu que elle va être chère. Et enfin, par contre, une autre carte graphique qui devrait intéresser les gens, mais qui sera pas en stock, comme d'habitude, hein, c'est la 3050 Ti qui s'est montrée dans. Genre, Asus a fait un petit oups. Dans un ordinateur portable, il faut le préciser, ils ont montré l'existence d'une 3050 Ti qui existe pour laptop. Et du coup, déjà, on a une indication du nom possible de cette carte. On voit aussi, un truc très intéressant, selon moi, c'est que c'est une RTX 3050 Ti. Donc, je vous rappelle que l'ancienne génération, la plus petite RTX, c'était la 2060. Et après, on passe à des GTX 1650, 1660. Donc là, ça veut dire que Nvidia va en refaire faire, ou va enfin faire une vraie carte milieu de gamme qui supporte le ray tracing. Après, vu l'augmentation de prix, tout ça, ouais, bon, elle va être certainement à plus de 300 euros, mais si elle devait exister dans un monde normal, elle serait certainement vendue genre $249, certainement, hein, par rapport à la 3060, ce serait logique. Et en Europe, ce serait genre 259 euros, 264, 269 euros, peut-être, je ne sais pas. Donc, yep, ce serait basiquement une carte milieu de gamme que beaucoup de gens essaieraient d'avoir. Donc, c'est cool de voir qu'il y a le nom RTX. C'est le truc le plus notable que je vois ici. Mais après, évidemment, on ne sait pas quand elle sort. Et puis, elle sera certainement pas en stock. Donc, yep, on verra bien. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Et du coup, je vous laisse. On se verra pour d'autres vidéos, notamment je vais faire certaines des idées que j'ai mises dans le sondage récemment, si vous ne l'avez pas vu. Notamment, l'idée la plus populaire, c'était genre un guide d'achat sur des ventilateurs. Donc, ma foi, vous aurez un guide d'achat sur les ventilateurs. Voilà. Ventilateur pour boîtier, pas genre refroidisseur pour processeur autre chose. Je tiens à le préciser. Je ferai peut-être pour les refroidissements pour processeur plus tard. Mais en attendant, ce sera juste les ventilateurs boîtier. Bref, dans tous les cas, merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.